50 millions. C'est le nombre d'utilisateurs de Doctolib en France. 50 millions de personnes qui, chaque jour, prennent rendez-vous chez leur médecin, leur dentiste, leur kiné, leur ostéo, leur sage-femme, leur psy, et qui, sans le savoir, alimentent l'une des plus grandes bases de données de santé d'Europe. Sauf que cette base de données, elle ne dort pas, elle est activement exploitée pour l'intelligence artificielle, par défaut, sans votre consentement explicite. Et une partie de vos informations de santé les plus intimes transitent par des modèles d'IA appartenant à Google, Microsoft et Anthropic, sont hébergés par Amazon. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, vous n'allez pas en revenir. Alors bienvenue dans Survie numérique, le podcast. Je suis Michel Monfils, l'auteur du site et de la formation survienumérique.com et du livre Manuel de survie numérique qui a sorti aux éditions Ressources Primordiales au mois d'octobre 2026. Aujourd'hui, l'affaire Doctolib. On va reprendre depuis le début, parce que Doctolib, vous connaissez. C'est l'application qui vous permet de prendre rendez-vous chez le médecin en 3 clics. C'est pratique, rapide, gratuit pour le patient. On l'utilise tous. Moi y compris, ça m'est arrivé, parce que malheureusement, il y a des professionnels de santé qui ne nous laissent pas le choix. On est obligé de passer par Doctolib pour avoir un rendez-vous avec eux. Et c'est précisément le problème. Quand un service devient indispensable, on ne pose plus de questions. On est face à une situation de quasi-monopole. Et qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier, en juillet 2026 ? Un petit courriel. Un petit courriel envoyé par Doctolib à ses utilisateurs, présentant un laboratoire de recherche en santé. Derrière ce terme rassurant, bien sûr, la recherche en santé, on est tous pour, se cache en réalité un projet d'intelligence artificielle clinique. Le but, entraîner des modèles d'IA à partir de vos données médicales, vos antécédents, vos ordonnances, vos diagnostics et même les notes prises par votre médecin durant la consultation. Et un petit détail qui a toute son importance, ce n'est pas vous qui devez dire « oui, je suis d'accord », c'est vous qui devez dire « non », si vous n'êtes pas d'accord. C'est ce qu'on appelle l'opt-out, en bon français, le consentement par défaut. Vos données sont exploitées tant que vous ne vous y opposez pas formellement. Et pour s'opposer, il faut connaître l'existence du projet, trouver le formulaire, bien caché dans les paramètres du compte, et le remplir. Alors, combien de gens ont rempli ce formulaire ? Très peu, parce que, comment on le sait ? Parce que Doctolib eux-mêmes, ils ont envoyé un email en juillet, comme je vous disais, un email que la plupart des gens n'ont même pas ouvert, parce qu'ils ont pris ça pour une newsletter promotionnelle. Je vous rappelle, on est sur Survie numérique ici, que quand on vous envoie une newsletter, la personne qui envoie la newsletter, elle sait quand vous avez ouvert la newsletter. Alors, comme on le sait, il y a dedans ce qu'on appelle des petits pixels de suivi. Vous avez tous reçu certainement il y a quelques mois, parce que c'était obligatoire, le fait que on utilise des pixels de suivi dans nos newsletters, mais c'est pour mieux vous servir, continuez à rester abonné chez nous, etc. Donc, ça veut dire que ce petit pixel, il va envoyer une information quand vous allez ouvrir le mail. Il peut y en avoir plusieurs dans le mail. On sait quelle partie du mail vous avez lu, à quelle heure, quelle était votre adresse IP, donc où vous êtes, quelle partie vous avez lu. On envoie aussi souvent des emails avec différentes versions et on regarde les versions qui plaisent plus aux gens. On envoie d'abord un test et on voit que cet email est plus ouvert que celui-ci, c'est les tests AB, et ensuite on va envoyer plus du A ou du B au reste de la cohorte en quelque sorte. Donc on sait que cet email, la plupart des gens l'ont pas ouvert. C'est un peu fait exprès, si vous voulez, c'est ça le truc. Le journal Numérama a bien décrit ce qui s'est passé. Je cite en substance. Doctolib a envoyé un courriel présentant son projet et le lien pour s'y opposer se trouvait noyé dans le texte. Il fallait descendre dans l'email, trouver un encadré intitulé « Vos données, votre décision », puis cliquer sur un bouton « M'opposer à l'utilisation de mes données ». Pas exactement ce qu'on appelle un consentement éclairé. Je arrête de citer Numérama. Le pire, cet opt-out s'applique aussi aux données de vos proches. Si vous avez rattaché votre enfant ou votre conjoint à votre compte, leurs données de santé partent aussi dans la machine. Le magazine Que choisir a enquêté sur les données concernées. Je vais vous lire la liste. Attention, ça va faire mal. Les données saisies par votre médecin, par écrit
ou par dictée vocale dans son logiciel Doctolib. Antécédents médicaux, médicaments, informations sur l'état de santé général, diagnostic, évolution du traitement, les ordonnances, les courriers d'adressage, les réponses à des questionnaires pré-consultation, les documents et images issus de dispositifs tiers synchronisés avec votre dossier médical. Autrement dit, c'est la fin du secret médical. Tout, ils ont absolument tout. Et ce qui est frustrant, c'est que ce n'est pas vraiment illégal, enfin du moins pas encore, parce que Doctolib invoque l'article 6 du RGPD qui permet de traiter des données sans consentement explicite quand cela relève de l'intérêt public. La recherche médicale est considérée évidemment comme un intérêt public. Sauf que moi je suis allé voir, je vous incite à aller voir, il y a deux choses, ils disent on va utiliser vos données de santé pour de la recherche médicale et pour entraîner notre IA, pour mieux vous servir. Vous voyez que c'est deux choses différentes. On parle d'une entreprise privée qui veut faire du business avec nos données, en plus de, soi-disant à côté, faire de la recherche. Ça, c'était un peu le cheval de Troie. Alors, on pourrait dire qu'il y aurait d'une part un intérêt légitime public, sauf que entre cet intérêt légitime public et l'exploitation commerciale d'une base de 50 millions de patients pour entraîner des modèles d'IA, il y a un énorme fossé que la CNIL est justement en train d'examiner. On reparle de ça dans un instant. Maintenant, accrochez-vous, parce que là où ça devient vraiment préoccupant, c'est quand on regarde où vont ces données. En juin 2026, le Canard enchaîné publie une enquête titrée, je cite, Doctolib livre aux US nos données sensibles. L'article révèle que depuis 2024, Doctolib propose aux médecins un assistant virtuel à la consultation, prix 79 € par mois. Principe, avec l'accord du patient. L'outil prend note de la conversation médecin-patient et génère automatiquement un compte-rendu. Pratique en apparence. Et vous savez quoi? Vous allez chez votre médecin, le médecin, d'abord, je ne sais même pas s'il va le dire, parce qu'au bout d'un moment, il va oublier. Ah, je vais tout enregistrer dans un outil Doctolib, est-ce que vous seriez d'accord? Puis la plupart des gens, ils vont dire, bah oui, bien sûr, c'est votre outil de travail, allez-y. Sans savoir, on fait confiance, on pense que le médecin, il est éclairé sur ce qu'il fait avec nos données médicales. Sauf que ces comptes rendus, et donc le contenu de vos consultations médicales, sont traités par les modèles d'intelligence artificielle de 3 entreprises, Google avec Gemini, Microsoft avec Azure et Anthropic avec Claude. 3 entreprises américaines. Alors, Doctolib se défend, les serveurs sont en Europe, Atos, Amazon Web Services, S3NS, une co-entreprise entre Thales et Google Cloud, tout est hébergé sur le sol européen. Mais l'expert en cybersécurité Alexandra Itenu, alors désolé si j'écorche son nom, ça s'écrit I-T-E-A-N-U, interrogé par BFM TV, pose la vraie question, et je cite « Ce n'est pas illégal d'utiliser ces outils américains, mais est-ce que leur base légale est la bonne? Est-ce que les normes techniques sont satisfaisantes? Y a-t-il des portes dérobées? Seul un contrôle de la CNIL pourrait le dire. » Fin de citation. Alors, je reviens sur l'histoire de portes dérobées que cette personne a citée. De toute façon, j'ai entendu dans une émission sur France Culture, justement sur ce sujet, c'est ça qui me fait rebondir en écrivant cet épisode de podcast, parce que ça m'a choqué. De toute façon, ces données sont hébergées par des Américains en Europe, sauf qu'ils sont soumises à la loi américaine. Ça veut dire que nos données sont accessibles au gouvernement américain s'il le demande, et pourquoi il se gênerait? Maintenant, on va parler de portes dérobées. Oui, vous avez bien entendu, elle a dit portes dérobées. J'en ai souvent parlé de ces histoires de portes dérobées sur le podcast. Ce que ça signifie, c'est que même si les données transitent par des serveurs européens, les modèles d'IA qui les traitent sont développés et opérés par des entreprises soumises au droit américain, notamment le Cloud Act et le FISA. J'en parle largement dans mon bouquin, qui permettent aux autorités des États-Unis d'accéder à des données détenues par des entreprises américaines, même quand elles sont stockées, hébergées à l'étranger. Autrement dit, vos données de santé, pseudonymisées, on en reparle, mais traitées par des modèles appartenant à des entreprises soumises à la loi américaine. Et justement,
Parlons de la pseudonymisation. Doctolib dit « Les noms sont remplacés par des pseudonymes. Vous n'êtes pas identifiable correctement. » Ça, c'est l'esbrouf. J'en parle largement dans mon bouquin. Il est très facile de croiser ces données. Il en suffit de 2 ou 3 pour savoir que c'est vous. La CNIL, elle est plus nuancée que ce que dit Doctolib. Dans une décision récente sanctionnant la société IQVIA, un autre acteur des données de santé, l'autorité a réaffirmé noir sur blanc qu'une pseudonymisation robuste ne fait pas automatiquement sortir les données du champ du RGPD. Pourquoi ? Parce que la pseudonymisation n'est pas l'anonymisation. La table de correspondance entre le pseudonyme et votre identité existe quelque part. Et il suffit qu'un acteur suffisamment sophistiqué, disons un institut de recherche en IA de premier plan comme l'INRIA, obtienne accès à ces données pour que des techniques de croisement permettent de réidentifier des personnes. Alors, la Ligue des droits de l'homme a publié un communiqué vraiment clair. Je cite, « Si elle fuyait, ces données sensibles intimes feraient courir un risque non négligeable de stigmatisation, discrimination et profilage abusif. » Ben oui, ça va de soi. Nos données de santé. Dans mes conférences, dans mes formations, je parle beaucoup de nos 3 identités. Notre identité biologique, auxquelles font partie nos données de santé, notre identité administrative et notre identité numérique. Qu'est-ce que cherchent à faire les géants de la tech, les GAFAM, et les États, etc. C'est d'agréger tout ça. Et si vous utilisez un même mail pour Doctolib et un même mail pour votre Gmail, vous avez une adresse Gmail, eh bien, Google, il sait exactement que c'est vous. Vous avez ce mail qui n'est pas chiffré, je vous rappelle, leurs données sont claires, ils ont accès à votre compte Doctolib s'ils le veulent, etc. Ils ont accès à tout. Donc dans mes formations et dans mon bouquin, j'explique bien, il faut avoir des mails séparés, avec des alias. Si vous faites vos achats avec le même mail que vous utilisez pour Doctolib, ils vont faire un profil, un double numérique de vous, et ils vont pouvoir vous cibler. Franchement, cette agrégation entre mon moi biologique, mon moi administratif, ça c'est le gouvernement, les impôts, etc., et mon moi numérique, utiliser la même adresse mail par exemple pour tout, ça c'est extrêmement dangereux. Ça va permettre stigmatisation, discrimination, profilage abusif. Et n'oubliez pas que ces données, elles seront toujours là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Peut-être certains d'entre vous, vous m'écoutez, vous avez 30 ans, je vous assure 60 ans, c'est pas vieux. Et quand vous aurez 60 ans, qui peut dire dans 30 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, quel sera nos gouvernements, quel danger, quel totalitarisme, quelle société encore plus capitalisme de surveillance, encore plus orientée vers, la discrimination, etc. On voit vers où on va en ce moment. On voit que nos démocraties titubent. On voit les dangers qu'il y a. Donc, est-ce qu'on veut aujourd'hui mettre la main dans l'engrenage ? Donc ces mots-là, profilage abusif, discrimination, stigmatisation, ils ne sont pas de moi, ce sont les mots d'une organisation de défense des droits fondamentaux, pas d'un complotiste sur Internet. Alors face à cette situation, la CNIL, je vous rappelle, Commission nationale de l'informatique et des libertés, a annoncé l'ouverture d'un contrôle formel sur Doctolib. Les questions de l'autorité portent sur 4 points précis. La question de la CNIL porte sur ces 4 points. Premièrement, la conformité de la base légale. Est-ce que l'invocation de l'intérêt public est justifiée quand on entraîne des modèles d'IA qui pourraient, à terme, avoir une finalité commerciale ? Ces modèles d'IA américains, c'est pas des entreprises à but non lucratif, hein. Deuxièmement, la robustesse de la pseudonymisation est-elle suffisante pour empêcher la réidentification, compte tenu notamment de la sophistication des techniques d'IA disponibles. En vrai, c'est de l'esbrouf. Je peux vous le dire, je l'explique dans mon bouquin, parce que la pseudonymisation, à partir de 2 données, 3 données, une IA peut reconstruire votre profil numérique de vous-même, plus ensuite il peut aller récupérer toutes les données qu'il y a de vous sur les réseaux sociaux, etc. C'est extrêmement dangereux et contestable. Troisièmement, l'existence d'une analyse d'impact sur la protection des données, ce qu'on appelle une AIPD ou DPIA. C'est obligatoire pour les traitements à risque élevé.
Doctolib en a-t-elle réalisé une? On ne sait pas. Et si oui, est-elle suffisante? J'ai mon petite idée sur le sujet, mais bon, on ne sait pas. Quatrièmement, la qualité de l'information donnée aux patients. Et là, la CNIL a déjà du précédent. En mars 2023, elle a rappelé à l'ordre 2 organismes de recherche médicale pour avoir délivré une information incomplète aux participants. Excusez-moi, un email style newsletter où en deuxième partie du mail, il faut cliquer sur un lien et on ne sait pas trop. On dit que c'est pour la recherche en santé, mais si on lit mieux la phrase « et pour entraîner notre modèle d'IA », vous voyez que... Vous savez qu'en cas de non-conformité avérée, Doctolib s'expose à une amende qui peut atteindre 4% de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire c'est pas beaucoup, annuel mondial. C'est quand même quelque chose. Mais voilà le problème. J'ai dit que c'est la CNIL, c'est très bien la CNIL, mais entre l'ouverture d'une enquête et une sanction effective, il peut s'écouler des années. Et pendant ce temps, vos données continuent d'être exploitées. Parce que la vérité, c'est que le RGPD, c'est un cadre juridique qui est puissant sur le papier, mais son action dépend largement de la diligence de l'autorité de contrôle. Et la CNIL, même si elle a fait des progrès, manque de moyens comparé à l'ampleur du défi. Oui, alors, nos gouvernements, pour dilapider l'argent, pour acheter des milliards pour faire des armes, pour faire des... Bref, je vais m'emporter, je vais rien dire. Mais pour la CNIL, pour surveiller Internet, pour les dangers que nos enfants rencontrent sur Internet, etc., pour les arnaques qui affectent tous les jours nos seniors, etc. Là, ah oui, mais écoutez, on a le RGPD européen, c'est très bien. Oh, on a la CNIL, c'est super bien. Oui, mais si tu leur donnes pas de moyens, hein, d'accord? Il y a aussi une question plus profonde, presque philosophique. Même si tout était parfaitement conforme au RGPD, est-ce qu'on veut vraiment qu'une entreprise privée concentre les données de santé de 50 millions de Français? Enfin, les Français, déjà, ils s'opposent à une carte d'identité numérique. Les Français, ils sont méfiants par rapport à ça. Et ils ont raison. Mais Doctolib, qui n'est même pas l'État, donc il n'y a même pas de garde-fou. Ok? Est-ce que la conformité juridique suffit à rassurer concernant les risques futurs? Mais il suffit d'imaginer. Hein. Même si aujourd'hui on dit ouais, les mecs de Doctolib, le président et tout, ils sont super bien. Ah vraiment, ils ont des bonnes idées. Mais un changement de direction, un rachat, une évolution du modèle économique. Et demain, ces données deviennent un actif commercial. Elles le sont déjà, en vrai. Alors, maintenant, on ne va pas tout casser du sucre sur le dos sur Doctolib lui-même, parce que les dangers ne viennent pas que de eux, ils viennent aussi de ceux qui abusent de sa notoriété. Depuis 2025, Doctolib est la cible de vagues répétées de phishing. Phishing, en français, c'est hameçonnage. Phishing, c'est P-H-I, mais en anglais, ça fait F, comme nous, de pharmacie. Donc du phishing, de l'hameçonnage par SMS ou par email. C'est-à-dire que des fraudeurs se font passer pour la plateforme, ils envoient des messages aux patients avec évidemment l'entête et le look de Doctolib. Votre compte va être suspendu, remboursement partiel disponible, vérifiez votre identité. Évidemment, les messages, ils ont l'air authentiques, il y a le logo et les couleurs, etc. Et si vous cliquez, ça renvoie vers un site qui est clone, qui ressemble exactement. Et le but, c'est que vous vous identifiez, on va voler vos données personnelles et le but ultime, c'est soit de revendre ces données personnelles, soit d'essayer d'avoir accès à votre carte bancaire. Alors, c'est là où on voit que... Doctolib, il a publié un guide de prévention. Les officiels de Doctolib rappellent que les SMS authentiques proviennent toujours de l'expéditeur Doctolib. Ah oui, mais eux, ils écrivent Doctolib, les pirates, et jamais d'un numéro personnel. Bon, déjà, un SMS, mais qu'est-ce que j'en sais? Nous, qu'est-ce qu'on en sait? Et ils disent que les mails légitimes arrivent uniquement avec 4 adresses. Accrochez-vous, noreply@doctolib.fr, noreply@email.doctolib.com, noreply@info.doctolib.com et noreply@news.doctolib.com. D'accord, et vous le savez, vous avez appris par cœur ces 4 adresses mail. Ces adresses mail, à chaque fois, c'est écrit en anglais, no reply. Alors, doctolib.fr, je comprends, mais email.doctolib.com, là, on croit que c'est un faux email, ça, justement, email.doctolib.com et info.doctolib.com. Et news, mais c'est pourquoi ils écrivent en anglais? Et pourquoi doctolib.com et pas doctolib.fr? Bref. Ils disent aussi qu'évidemment, la plateforme ne demandera jamais de paiement pour débloquer un compte. Évidemment. Mais soyons honnêtes,
Personne connaît ces adresses par cœur. Qui va vérifier systématiquement l'expéditeur avant de cliquer? Doctolib est devenu une marque si familière qu'un message qui en imite l'apparence suffit à tromper la vigilance. C'est le revers de la confiance. Quand une plateforme est, plus une plateforme est utilisée, plus elle devient un vecteur d'attaque efficace. Ils sont dans une position de quasi-monopole, je le répète. Pendant ce temps, le secteur de la santé dans son ensemble est pris pour cible. Vous l'entendez régulièrement que les hôpitaux sont la cible de pirates. Souvenez-vous, via Médis et Alméris en février 2024, 33 millions de personnes touchées. CGDIM en février 2026, 164 000 personnes avec données sensibles. WEDA, logiciel médical, en novembre 2025, 23 000 médecins paralysés, données patients compromises. Alors, pour être honnête, Doctolib n'a pas subi de fuite massive. Pour l'instant, mais la concentration de données de santé qu'elle opère en fait une cible potentielle de premier ordre. Donc il y a un danger là aussi. Bon, tout ça, ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles. Et évidemment, Survie numérique, c'est aussi donner des solutions que je propose sur le site internet, dans mon bouquin et surtout dans mes formations. Je donne des tonnes de pistes dans les formations, c'est le top du top. Mais c'est le but de ce podcast aussi, que vous pouvez écouter en faisant à manger, dans votre voiture, etc. Et puis, je vais vous donner des pistes. Je vais vous donner un guide pratique. Alors, étape numéro 1, s'opposer à l'exploitation de vos données pour entraîner leur modèle d'IA. C'est la priorité absolue. Alors, j'ai fait 2 articles sur survie numérique. Un article qui reprend un peu ce que je dis dans cet épisode de podcast qui explique le problème, mais vous allez voir, il y a plus de sources, etc. Et un autre article qui vous explique comment faire pour s'opposer à l'exploitation de vos données pour l'IA. En gros, vous vous connectez à votre compte sur doctolib.fr et soit vous voyez 2 fenêtres qui vont apparaître si ça fait longtemps que vous n'êtes pas connecté et 3 même qui vous permettent de vous déconnecter. Sinon, vous vous connectez à Doctolib, vous cliquez sur votre nom, vous allez sur mon compte, puis mes préférences, et vous allez voir ensuite qu'il y a différentes choses, et vous allez pouvoir cliquer sur chacun de ces choses. Il y a au moins 4 trucs à désactiver. Vous allez voir, il y a des surprises, parce que vous allez voir qu'il y avait déjà des choses qu'il collectait. C'est la première chose à faire. Donc, attention, parce que ces données vous concernent vous et tous vos proches rattachés au compte, vos enfants, votre conjoint, etc. Donc là, vous pouvez désactiver pas mal de trucs. Je vous dis encore une fois, dans les préférences, il y a 4 au moins sous-sections différentes. Et cliquez sur chacune, désactivez tout. Et je vous rassure tout de suite, ça n'a aucun impact sur votre accès aux soins. Étape numéro 2, il faut couper le marketing et les services personnalisés. Alors, moi, j'y suis pas allé parce que j'ai jamais activé les services personnalisés. Mais si vous l'avez fait, désactivez tout. Services personnalisés, amélioration produit, ciblage marketing direct, ciblage marketing push, comme ça s'appelle, prévention externe, tout. Vous désactivez tout. Si vous recevez encore des emails promotionnels, dans les emails, il y a un lien de désinscription en bas de mail. Cliquez-le. Si c'est des SMS promotionnels, vous répondez en envoyant le message STOP, S-T-O-P. Étape numéro 3, exportez vos données. Je l'ai fait. Vous allez demander l'effacement de vos données, mais avant, il faut en récupérer une copie. C'est votre droit d'accès garanti par le RGPD. C'est très facile à faire. Il y a un formulaire de... Alors c'est très facile à faire, mais c'est très bizarre parce que il y a plein de sociétés qui permettent d'aller dans votre compte, de cliquer sur « Je télécharge », même Google le propose, c'est vous dire, de cliquer sur « Je télécharge mes données » et ils vont dire « Vous allez recevoir un email, attendez que ça se compresse » et puis ensuite vous recevez un email avec « Voici le lien pour faire ». Donc tout est automatisé. Et si vous voulez les supprimer, il y a aussi un lien, on clique et ça supprime tout. Ils disent « Est-ce que vous êtes sûr ?» et tout, et on le fait. Là non, il faut passer par un formulaire de contact, oui, écrire un mail en disant... Alors, il faut que vous sélectionnez « Demande liée au compte » et vous écrivez « Je souhaite exporter mes données personnelles en lien avec la loi RGPD », un truc comme ça. Et puis, moi, ils m'ont envoyé un autre mail qui ensuite disent « Faites ceci » et il y a une petite case à cocher, machin, et ensuite, vous allez recevoir... Donc, c'est pas fluide, Ils rechinent à vous donner vos données et ils rechineront encore plus quand vous voudrez supprimer vos données. Vous allez recevoir normalement un fichier zip par email, avec toutes vos informations, coordonnées, historiques de rendez-vous, consentement, etc. C'est pas fini. Après, étape numéro 4,
Seulement là, vous pourrez demander l'effacement complet. Récupérez d'abord vos données. Donc même formulaire, vous sélectionnez demande liée au compte. Et cette fois, vous écrivez « Je demande la suppression de mon compte et l'effacement de toutes mes données personnelles conformément à l'article 17 du RGPD. » Envoyez. Sinon, il y a un email direct, contact.dataprivacy. Et vous pouvez pas écrire en français Doctolib, contact.dataprivacy, PRIVACY, @doctolib.com. Il faut, si vous écrivez par email, dire voilà mon nom, mon prénom, l'adresse email de mon compte Doctolib et écrire la demande d'effacement. Attention, dans cet email, ne mettez rien de personnel, numéro de sécurité sociale, etc. Parce qu'un email, c'est en clair et ne donnez pas de choses personnelles. Et c'est pour ça que j'aime pas passer par là. Mais bref, privilégiez le formulaire. Mais, étape numéro 5, parlez à votre professionnel de santé, médecin, kiné, ostéo, orthophoniste, etc. C'est crucial, parce que l'effacement de votre compte patient chez Doctolib ne supprime pas les données que votre médecin a saisies dans son logiciel Doctolib. Ces données dépendent du paramétrage choisi par le praticien. Et la durée de conservation de ces données peut aller jusqu'à 20 ans. Alors par défaut, c'est 5 ans, mais il y a beaucoup de médecins qui cochent 20 ans parce qu'ils se disent dans 20 ans, je veux avoir accès à toutes mes données clients. Donc demandez-lui quel est le délai. Alors je dis, c'est médecin, c'est kiné, c'est ostéo, c'est podologue, c'est bref, tous les praticiens à qui vous avez un rendez-vous via Doctolib. Demandez-les quel est le délai de suppression appliqué et demandez à votre praticien si lui, elle utilise l'assistant IA à 79 €. Et si c'est oui, dites « Je refuse que mes consultations soient enregistrées par cet outil ». C'est très grave. Parce que Doctolib, ce n'est pas des médecins derrière. Ce ne sont pas des médecins. C'est une entreprise privée commerciale et votre médecin, il donne, en quelque sorte, il abolit, en utilisant ce logiciel, il abolit le secret médical. Alors, dernière étape, signaler les phishing, c'est l'hameçonnage. Si vous recevez un email ou un SMS suspect, ne cliquez pas. Vérifiez l'expéditeur, j'explique toute la démarche dans mon bouquin et tout, et dans mes formations. Mais vous pouvez signaler ça sur signal-spam.fr ou sous, je sais, phishing-initiative.fr, c'est le truc, ou 33, ou au numéro de téléphone 33 700 pour les SMS, 33 700. Si vous avez une fraude bancaire, prévenez votre banque immédiatement, déposez plainte. Votre banque va vous rembourser, mais il faut que vous déposiez plainte parallèlement. Surtout, parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis, à vos collègues. La plupart des gens ignorent tout de cette situation et le silence profite à cette entreprise privée quasi monopolistique en France qui est Doctolib. L'information que je vous donne, elle profite aux patients. Alors, parlez autour de vous, s'il vous plaît. On récapitule. Doctolib, c'est 50 millions d'utilisateurs dont les données de santé sont exploitées par défaut pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Des données transmises à Google, Microsoft, Anthropic. Une pseudonymisation jugée insuffisante par la CNIL, une enquête ouverte mais sans conclusion pour l'instant, n'attendez pas d'immédiateté, des vagues d'hameçonnage qui exploitent la confiance des patients et un modèle économique qui transforme vos données de santé, les plus intimes données qui soient, en actifs pour l'innovation. Innovation business. Ce n'est pas une affaire de paranoïa. C'est une affaire de droit, vos droits, le droit de savoir ce qu'on fait de vos données, le droit de dire non, le droit d'exiger l'effacement. Et Doctolib, c'est pas le seul problème, c'est le symptôme d'un système où la donnée de santé est devenue une ressource à exploiter et où les citoyens sont maintenus dans l'ignorance de leurs droits. J'ai envie de dire avec la complicité de nos gouvernements, qui préfèrent nous dire que tous les problèmes sont liés à l'immigration. Bref, je m'emporte. C'est la faute des méchants russes. Je m'emporte. Reste, Michel. Mais Doctolib, avec sa position quasi monopolistique et l'ampleur de sa base d'utilisateurs, porte une responsabilité singulière. C'est énorme, nos données de santé, le secret médical. Si ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être brisé sous aucun moyen, aucune raison valable de faire tomber ça. Donc la question, c'est pas juste comment protéger mes données, c'est aussi
qui devrait avoir le droit de concentrer les données de santé d'une nation entière et sous quel contrôle démocratique? Désolé si vous ressentez de la colère, parce que pourquoi nos gouvernements ne font rien par rapport à ça et laissent faire, hein? Je vous pose la question. Donc en attendant les réponses, et elles tardent, agissez, opposez-vous, effacez, exigez. C'était Michel Monfils pour le podcast Survie numérique. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis des notes de l'épisode, j'ai mis mes sources. Allez sur survienumérique.com, il y a plein d'articles. J'ai fait un article très précis avec des captures d'écran qui vous explique comment effacer vos données, etc., etc. Prenez soin de vos données de santé, prenez soin de vos données, tout comme vous prenez soin de votre santé. Voilà par quoi j'ai envie de terminer. Prenez soin de vos données, tout comme vous prenez soin de votre santé. C'est pour ça que j'ai créé la formation. Voilà. Alors, j'espère vous voir à la formation. En attendant, vous pouvez trouver mon bouquin « Manuel de survie numérique ». Prenez soin de vos données. Voilà, c'est une belle phrase, je vais la redire. Prenez soin de vos données, tout comme vous prenez soin de votre santé. Bonne journée, à très bientôt.